grand public également, dans les communautés du Madawaska américain et du Madawaska canadien. Donc, le comité organisateur du colloque l'Acadie, dans tous ses défis, et les membres du comité scientifique pour la journée d'études, d'histoire, mémoire et patrimoine sont vraiment heureux d'accueillir Mme Craig parmi nous aujourd'hui. Béatrice est vraiment la personne toute désignée pour présenter cette grande conférence en histoire. Et sa conférence est intitulée « Le Madawaska entre marché et régions frontalières au 19e entre marche, pardon, et régions frontalières au 19e siècle, ou quand les Américains nous laissaient tranquilles. » Une courte période de questions va suivre sa conférence. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Béatrice Craig. Merci. Merci Nicole pour m'avoir invitée. Ça va, vous m'entendez? Oui. Bon. Donc merci beaucoup pour m'avoir invitée. Oui, c'est vrai que dans une certaine mesure, je suis l'historienne du Grand Madawaska. À mon grand regret d'ailleurs, je voudrais bien qu'il y ait une relève qui s'intéresse à cette région. Alors là-bas, je vois quelques têtes un peu familières. Vous avez un agenda tout prêt pour vous, n'est-ce pas? Il ne faudra pas attendre à notre 80 ans avant que quelqu'un fasse l'histoire du Madawaska. Bon. Alors, quand Nicole m'a contactée, je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux, de quoi veux-tu que je te parle? Et elle m'a dit, bon, fais quelque chose en fait sur le concept de la frontière, en fait, qu'est-ce que ça voulait dire. Alors, on va commencer avec, vous allez voir pourquoi on parle de marche dans une minute. Ça, c'est une carte que j'ai trouvée à la Société historique du Maine, donc à Portland. Elle a été faite entre 1918 et 1922. La date sur le papier, en fait, c'est une date plus tardive, ça ne correspond pas du tout au Congo. Et si on regarde la carte de près, donc la carte va de San Francisco jusqu'à France. Ici, on a le fameux pont José. Et là, il y a un cable ferry. OK? C'est Fort Ken. Oui, c'est Fort Ken. Ici, on est à Madawaska. Et là, il y a un cable ferry. Alors, vous savez tous ce qu'il y a à la place du cable ferry de nos jours. Okay. Ici, vous êtes à l'Antille. De l'autre côté, vous avez la rivière Verte. Il y a un cable ferry ici aussi. Et sur la carte, j'en ai compté un petit peu plus de 20 entre San Francisco et le Grand Sault. Donc, littéralement, tous les villages le long de la rivière avaient leur ferry pour traverser. Et si vous avez jamais vu à quoi ressembler, voilà celui de Saint-Basile. Okay. Alors, il faut remarquer que de l'autre côté, il n'y a pas de guérite de douane, il n'y a pas d'agent d'immigration qui attend pour vérifier les papiers. Okay. Les gens, les bêtes, les choses traversaient comme ils en avaient envie. Les temps, comme vous savez, ont bien changé. Devrily a reconstruit en fait un ferry qui va faire la traversée 2 fois, 2 allers-retours jeudi. Et pour pouvoir le faire, en fait, il a dû présélectionner les gens qui allaient traverser et faire approuver la liste des passagers par les autorités des 2 côtés. Donc, on est loin de ça. Alors, apparemment, le dernier ferry a cessé ses activités en 1942. C'est pendant la guerre et c'est probablement pas par hasard. Par coïncidence, c'est aussi 100 ans après le traité de Webster-Ashburton qui va, lui, définir cette frontière entre l'Amérique du Nord britannique. Je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que jusqu'en 1867, le Canada, c'est juste le Canada central. Tout le reste, c'est l'Amérique du Nord britannique. Donc, qui définit donc la frontière orientale entre l'Amérique du Nord britannique et les États-Unis. Une frontière qui était contestée depuis un bon demi-siècle. Et la raison pour laquelle elle a été contestée, c'est que lorsque les États-Unis et la Grande-Bretagne en fait, avaient négocié le traité de Paris pour l'indépendance, ils avaient défini la frontière et ils avaient utilisé une carte qui n'était pas exacte, la carte de Mitchell, où il y avait des montagnes qui n'existaient pas, des rivières dans des baies qui ne se jetaient pas dans les bonnes baies, etc. Donc ça va leur prendre un bon demi-siècle justement pour décider où va être cette frontière. Le fait que le territoire est contesté donc, entre 2 puissances ne va pas empêcher les gens de venir s'installer. Et le territoire du Madawaska va être colonisé par des Acadiens, par des Canadiens français, un petit groupe de néo-anglais et un saupoudrage irlandais.
les Amérindiens, eux, vont quitter assez rapidement, ils vont aller s'installer à Tobique et à Vigée. Personne ne va demander l'avis de cette population lorsque la frontière est définie, et ceux qui habitent sur la rive sud du fleuve vont se réveiller un beau matin, découvrant qu'ils sont citoyens américains, sans trop savoir d'ailleurs ce que ça veut dire. Et assez ironiquement, la moitié des néo-anglais, y compris le fameux John Baker, qui avait été l'instigateur pour pousser justement l'annexion de la région aux États-Unis, lui va se réveiller sujet britannique. Et il y a d'ailleurs une semi-clause dans le traité qui prévoit que le gouvernement britannique va racheter ces terres pour qu'il puisse aller s'installer de l'autre côté. Mais il ne va pas le faire, il va rester. Et ses descendants vont devenir catholiques et français. Pour un néo-anglais, c'est un peu ironique. Bon, donc les Américains ont acquis donc ce territoire qui maintenant fait partie des États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Comment est-ce qu'ils vont l'intégrer en fait dans les États-Unis? Ils ne vont pas essayer très énergiquement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et par certains côtés, en fait, ils vont aller dans l'autre sens. Alors, les historiens ont mis au point un concept qui est intéressant pour nous. Quand je l'ai découvert, ma réaction, ça a été Madame Westcott, ça fait. Donc, c'est le contexte de Borderlands. Et ça a été mis au point, en fait, par des historiens du sud-ouest américain. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils décrivent, en fait, le passage d'une région de quelque chose qui s'appelle frontier, je vais vous le définir dans une minute, donc la périphérie, ça devient Borderlands, que j'ai traduit en marche, qui est une région tampon, et ça devient éventuellement des bords de lands, ça veut dire que là vous avez vraiment le mur au milieu, donc des zones frontières. Alors comment est-ce qu'ils définissent ça? Une périphérie, c'est une région dont les limites sont mal définies, ou pas définies du tout. Okay? Et ça veut dire que les gens à l'intérieur, en fait, peuvent interagir comme ils l'entendent. Donc ça peut être entre deux entités, puis là au milieu, il y a cette espèce de flou, je ne sais pas trop où c'est, personne ne le revendique trop énergiquement. Les interactions peuvent être pacifiques, ou elles peuvent être violentes, ou elles peuvent alterner, ou pouvoir avoir les deux ensemble. Quand ça va devenir des marches, okay, cette région va être revendiquée par des puissances rivales. Chacun va dire c'est à moi, c'est pas à vous. Okay. La contestation peut engendrer des conflits. Il a failli y avoir une guerre ici. Okay. Malgré tout, les populations affectées gardent un grand degré d'autonomie. Okay. Parce que justement, le pouvoir en fait est mal assis. Okay, et n'a pas encore de légitimité. Donc en fait, les gens vont jouer entre les deux tableaux. Et c'est vraiment ce qui va se passer également ici également. Lorsque les Américains arrivent pour voir qu'est-ce que c'est que cette population qui est installée sur ce territoire qui devrait être à nous, avant le traité, les gens en fait vont leur dire oui, on aimerait bien être américains, et puis quand les Britanniques arrivent, ils disent oh non, on est des sujets loyaux, on veut rester. Okay. Donc, on dit aux deux côtés ce qu'ils veulent entendre, puis on attend. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est lorsque la frontière est définie. Donc là, vous avez les bords de lands, les zones frontalières. Vous avez des mesures qui sont mises en place pour faire respecter les frontières politiques. Et les relations au sein de la population de ces zones sont subordonnées aux politiques et aux priorités du gouvernement. Donc ça, c'est ce qui aurait dû se produire en fait après 1842. Et en fait, ça ne se produira pas pendant un bon bout de temps. À la limite, on pourrait même dire que ça ne va pas se produire avant le XXIe siècle. Okay. Vous allez avoir une autre dynamique, en fait, qui va se produire chez nous. Je vais revenir ici. Okay. Au XIXe siècle, il y a bon nombre de personnes dans le Maine, en fait, qui ne sont pas du tout convaincus que le nord du Maine, c'est-à-dire que l'Arustique, à partir grosso modo de Presque Isle et au-dessus, fasse vraiment partie des États-Unis. Okay. Vous avez des agents du gouvernement du Maine qui les voyaient en fait comme une extension du Nouveau-Brunswick. Alors voici par exemple en 1857 la commission d'agriculture de l'État qui prend acte d'une situation qu'elle déplore. Alors c'est une traduction. Le trafic cherche toujours les canaux les plus profitables, tout comme l'eau naturellement cherche son niveau. Et donc, nous ne pouvons pas être surpris, même si nous le regrettons, que le nord du Maine ait été presque entièrement absorbé par le Nouveau-Brunswick. Nous ne pouvons
non plus être surpris que les relations sociales et les sympathies des personnes suivent la même direction, et qu'à l'exception de la juridiction formelle, cette vaste région fertile a été quasiment annexée au Nouveau-Brunswick, comme si cela avait été stipulé par le traité. La frontière ici n'a jamais été un obstacle sérieux aux échanges de marchandises, et depuis le traité de réciprocité, elle n'existe plus que sur le papier. Le traité de réciprocité est signé en 1854 et il établissait le libre-échange des produits naturels entre les États-Unis et l'Amérique du Nord britannique. Il va être aboli en 1866, mais la fin du traité ne va pas rendre la frontière plus tangible pour autant. En 1891, le Bangor Industrial Journal conclut un article en disant « Le Dominion du Canada a plus fait pour le développement du comté d'Aroostook que l'État du Maine. » Donc c'est une sorte d'annexe des Britanniques ici. Alors pourquoi est-ce que ça va se passer? Vous avez la géographie qui va jouer un rôle. Donc, ce sont des territoires, l'Aroostook, ce qui va devenir le comté de Madawaska, sont des territoires enclavés. Ils ne communiquent avec l'extérieur initialement que par l'Amérique du Nord britannique. Mais la géographie ne va pas être suffisante pour tout expliquer. Il va aussi avoir en fait l'attitude des gouvernements, surtout du gouvernement américain. Donc, sur le papier, le Madawaska américain, le nord de l'Aroostook sont devenus des régions frontalières, mais en fait, en pratique, ça va rester des marches, voire un entre-pays, un espace littéralement entre deux autres pays, où les intérêts locaux et régionaux peuvent encore se faire visiblement sentir. Et non seulement les États-Unis ne vont pas chercher à trop imposer leur juridiction, mais ils vont même, à un moment donné, apporter leur appui tacite aux transfrontaliers au détriment des étatistes. C'est-à-dire qu'au lieu de construire l'État américain en incluant le nord du Maine, ils vont simplement laisser couler. Et les transfrontaliers vont continuer leur affaire. Donc, la construction étatique, on la met de côté, on l'ignore. Alors, l'espace géographique naturel, vous avez en fait une région qui va être façonnée par la géographie physique et aussi la géographie humaine. Le mode de communication naturel, pendant très longtemps, c'est le fleuve Saint-Laurent et ses affluents, y compris la rivière Aroostook. Le fleuve Saint-Laurent est navigable. D'accord, il y a un portage au-dessus du Grand Sault, mais à part ça, pas de problème. Et l'Aroostook est aussi navigable pour une petite distance au-dessus de la chute qui part son embouchure. Les communications artificielles, c'est-à-dire par route, initialement, ce sont des communications avec le Nord, avec l'Amérique du Nord britannique. Donc, il y a une route de 25 km qui est le Grand Portage, qui relie rivière du Loup au lac Témiscouata depuis le XVIIIe siècle, et qui se prolonge par une voie d'eau qui relie le lac au Petit Sault. Donc, ça, c'était le Grand Portage traversant la rivière Saint-François. Donc vous voyez que vous avez quand même une route qui est, bon, là c'est dans les années 1830, il y a un pont en rondelle, il y a également une route en rondelle, il y a des maisons, c'est quand même assez bien aménagé ici. La rivière Madawaska et la rivière Saint-Jean en fait sont navigables par des petits bateaux d'une vingtaine de tonnes. Donc voilà le déjoli vers 1840, et il y a deux bateaux ici, il y en a un là, et un autre un petit peu plus petit ici. Et ça, ce sont les baraques, les casernes des Britanniques. Alors là, le bateau, ça c'est le genre de Bernier, au tournant du siècle dernier, et c'est le même type de bateau. La seule différence, c'est le plus gros. Mais c'est très clair que c'est exactement le même type de bateau, avec un logement à l'arrière pour que les navigants puissent s'arrêter. Là, ils ont simplement couvert leur cargaison avec une bâche. Okay. Donc, le Grand Portage, en fait, pour revenir ici, a été reconstruit en 1784 et il va aussi être reconstruit dans les années 1820. Et à ce moment-là, il est utilisable par charrette en été et traîneau en hiver. Et les marchands du Madawaska ont fait préférer se rendre à Québec plutôt que se rendre à Fredericton pour s'approvisionner parce que ça prenait moins de temps. Okay. Alors, de l'autre côté, du côté américain, bon, il va falloir attendre en fait le conflit pour qu'on ouvre les premières routes. Et la première route qui va rejoindre
justement la vallée du Saint-Jean, c'est la route militaire qui va aboutir à Fort Kent. Elle est commencée en 1831, elle est terminée en 1840, donc ça va encore comme un ami de temps. Et elle a été construite tellement à la hâte qu'elle va être très rapidement impassable, sauf par des individus à cheval. Okay. Après le traité, on va ouvrir une autre route entre Houlton, Caribou et ensuite la prolonger vers le Saint-Jean. Par contre, l'encre est à peine sèche sur le traité qu'on va ouvrir des routes entre la côte du Sud et le très haut Saint-Jean. Okay. Donc la première, donc la première c'est la route des commissaires, c'est celle-ci, donc de Saint-Thomas-de-Montmagny au lac Frontière, et c'est elle qui va être utilisée par les arpenteurs qui vont mettre les bornes frontières. Ensuite, vous aurez la route Elgin, la route Elgin date de 1856, et finalement la route Taché en 1860, et elles aboutissent tous les deux à Seven Island, qui est un dépôt pour les exploitants forestiers. Les exploitants forestiers américains vont d'ailleurs aussi contribuer à la construction de ces routes. Okay. Seven Island, c'est le dépôt de Shepherd Carey, et il va en fait améliorer la route vers le Canada et la prolonger sur Ashland, et la route qu'on va appeler, pour je ne sais pour quelle raison, la route de Californie. Okay. Il y a des gens qui rêvent un peu. L'État du Maine va allouer des fonds pour réparer ces routes. En 1891, qui est quand même assez. En 1891, Ebenezer Coe, qui est un énorme propriétaire de terres forestières dans le nord du Maine, va dépenser $1000, qui est quand même une somme importante à l'époque, pour reconstruire la route entre Seven Island et Serpentine. Donc, cette route ici, ça va lui coûter $1000. Et elle en avait vraiment besoin. Okay. Les voies de communication canalisent les marchandises, elles vont aussi faciliter les mouvements de population. Visiblement, s'il y a une route, vous allez l'emprunter plutôt que traverser au fin fond des bois. Okay. Et ça va avoir un impact justement sur l'immigration vers l'ancien territoire du Madawaska et aussi le nord de la Russie. Et là, nous sommes dans une période où les marchandises sont soumises à des contrôles, mais pas les individus. C'est-à-dire que les gens vagabondent comme ils l'entendent sans passeport. Et c'est la même chose en Europe. Okay. À la veille de la Première Guerre mondiale, vous pouviez voyager dans toute l'Europe, sauf la Russie, sans passeport. Okay. Encore une fois, les temps changent. La population du Madawaska est presque entièrement d'origine acadienne ou canadienne-française et elle va demeurer très très majoritaire en France francophone et catholique jusqu'au XXe siècle. Les liens avec le Bas-Canada vont prédominer parce que cette migration ne cesse pas. Pendant tout le XIXe siècle, vous avez des gens qui arrivent. Ils ne restent pas nécessairement, mais s'ils ne restent pas, c'est parce qu'ils continuent vers le sud, vers les villes industrielles. Et pour renforcer, dans une certaine mesure, qui va aussi renforcer ce lien avec le Bas-Canada, donc avec le Québec, c'est que ce sont les évêques du Québec qui vont fournir des prêtres pour les paroisses du Madawaska, même si ces paroisses sont rattachées à des évêchés des provinces de l'Atlantique. Si vous descendez un petit peu plus bas, okay, dans la région par exemple de Caribou, Prescott et Fort Fairfield, on va trouver des immigrants qui arrivent de Nouvelle-Angleterre, mais le gros de la population, en fait, c'est une population d'origine britannique qui est en train tout simplement de se déverser du comté de Carleton vers cette région, cette partie du Maine. Et les 2 tiers de la population, c'est une population soit d'origine britannique, soit née en territoire britannique, et dans certains cas même née en Grande-Bretagne. Et donc du comté de Carleton, mais aussi du comté de Charlotte, comté de Charlotte qui avait une économie fort peu prospère. Et notamment un ancêtre de mon mari qui va venir s'installer à Lancier en 1856. Il était pêcheur dans le comté de Charlotte et puis il va se rétablir donc, au sud de Prescott. Et ce n'est pas un phénomène unique, il fait partie d'une vague d'immigration ici. Donc vous avez en fait une population qui est légalement britannique, puisque tout ça, ce sont des colonies britanniques. Et les Américains, c'est une minorité ici. Bon, limite de la construction étatique, c'est qu'après le traité, en fait, ni les États-Unis ni le Maine ne vont faire beaucoup d'efforts pour intégrer
intégrer ces populations. Et lorsqu'elles font un effort, ils vont se heurter très rapidement justement à la géographie physique et à la géographie humaine. Le gouvernement fédéral va ouvrir un poste de frontière à Fort Kent, un poste de douane. C'est le seul dans tout le nord de la Russie. Le suivant au sud est à Houlton. Inutile de vous dire que comme la rivière est la voie de communication, que tout le monde a un traîneau, que tout le monde a un bateau ou presque, les marchandises et les gens traversent et puis on ne va pas aller voir se déclarer à Fort Kent. Surtout si vous habitez à Valdione. Okay? Quand on informe les gens du Madawaska que vous êtes américain, donc à partir de maintenant, quand vous faites venir des marchandises de l'Amérique du Nord britannique, il va falloir payer. La réaction sur le terrain, c'est ah bah oui, tiens. Et la réaction officielle, ça va être oui, mais vous ne nous apportez pas de marchandises pour commencer. Ah oui, il n'y a pas de route. Donc les marchandises américaines ne peuvent pas venir. Donc vous avez la réponse là. De l'autre côté, le Nouveau-Brunswick et le Bas-Canada, donc le Québec, sont deux entités politiques distinctes, sont deux colonies indépendantes les unes des autres. Et théoriquement, si les marchandises traversent cette frontière-là, elles doivent aussi payer des droits de douane. Mais il n'y a pas de poste de douane au sud du lac Témiscouata. Et les marchands du Madawaska font venir leurs marchandises de partout. Donc John Emerson, qui est à Edmundston, il s'approvisionne en produits de base, farine, porcelaine, poissons, etc. à Québec, en produits manufacturés à Saint-Jean. Il va être l'objet d'une dénonciation de son voisin, Costello, d'Edmundston, lui aussi, qui va écrire au gouvernement du Nouveau-Brunswick en disant que c'est une concurrence absolument déloyale. Lui, Costello, s'approvisionne à North-Fredericton. Emerson va chercher ses marchandises à Saint-Jean et il ne paie pas de droit de douane. Mais il va se passer de lui. Et Emerson revend des marchandises aux aubergistes de Fort Kent, il y en a beaucoup, et aux exploitants forestiers, des deux côtés, et aussi aux fermiers. Et on a ces livres de compte, et nulle part dans ces livres de compte il y a la moindre mention de droit de douane. Parce que lorsqu'il envoie des marchandises à Fort Kent, par exemple, il donne le détail, le prix de la marchandise, le prix du transport, sa commission, fait qu'on va payer, il n'y a pas de droit de douane. Et en 1877, ses fils avaient, en plus du magasin d'Edmundston, un magasin de l'autre côté de la rivière, carrément en face. Et donc, ils s'approvisionnaient très certainement dans l'un dans l'autre. Les États-Unis vont aussi ouvrir quelques bureaux de poste dans le territoire, c'est la responsabilité du gouvernement fédéral. Mais là, encore une fois, vous avez la mauvaise qualité des routes qui va entraver le fonctionnement du système postal. Et Charles Pelletier à Fort Kent, lui, a trouvé sur eBay une lettre assez intéressante. Elle est postée en 1850. Louis Cormier, qui est le registraire des terres à Grenade, envoie une lettre à Hiram Hunt à Fort Kent. La lettre est postée au tissu. Donc, traverse la rivière. Et Emerson, qui a vraiment des doigts partout, lui, s'il y a une carte quelque part, il met ses doigts dedans, il a le contrat postal entre Edmundston et Saint-François. Donc, c'est très clair qu'on l'envoie chez John Emerson. Emerson va le transporter vers Saint-François. Et comme lui fait du commerce avec les aubergistes de Fort Kent, quand il amène ses marchandises, il amène le courrier. Donc, le courrier américain transite par l'Amérique du Nord. L'État du Maine avait un plus grand rôle à jouer. Et il va effectivement jouer un plus grand rôle, au moins sur le papier. Il va diviser la région en cantons, émettre les titres de propriété, ouvrir un bureau d'enregistrement des terres, que les gens utilisent de manière assez négligente. J'ai vu des titres de propriété enregistrés 30 ans après. Ou alors on attend qu'on le revende. Et alors là, on dit, ah ben peut-être qu'il faudrait aller au bureau des terres. Ah oui, d'accord. Vous l'avez acheté quand? Vous avez un titre? Ah ben attendez que je me rappelle, je crois que c'était ce moment-là. Ok. Il va organiser des élections à différents niveaux, ouvrir des écoles et construire justement une route entre Fort Fairfield et Saint-Jean. Mais ces institutions, souvent, vont devoir s'appuyer, là encore une fois,
sur l'autre bord de la rivière. C'est en particulier le cas des écoles. La population parle français, pas anglais. L'État, bien sûr, voulait que les enseignants parlent anglais et enseignent en anglais. Mais les enseignants locaux ne connaissent pas l'anglais. Et les enseignants anglophones ne connaissent pas le français. Il y a, comme je disais, un problème. Ce qui va résoudre partiellement le problème, c'est l'ouverture de l'Académie de Saint-Basile en 1858, qui est ouverte pas par l'ordre religieux qui le possède maintenant, mais par les sœurs de la Charité de Saint-Jean, qui est un ordre américain et irlandais, et ils vont être subventionnés par la province d'ailleurs. Et elles vont offrir aux jeunes filles de la région une éducation secondaire bilingue. Donc les jeunes filles vont apprendre l'anglais et elles les préparent aussi à enseigner. À l'époque, tout ce qu'il fallait pour enseigner, c'était en fait sa 8e année. En 1863, le surintendant provincial de l'éducation va trouver à l'académie 27 élèves et il va commenter 16 de ces jeunes filles enseignent du côté américain pendant l'été. On les y préfère parce qu'elles connaissent le français et l'anglais. À la fin du semestre, elles reviennent à l'académie. Cette institution, l'académie, devrait à terme probablement satisfaire l'un des grands besoins au-dessus du grand sceau, à savoir des enseignants qui peuvent parler et enseigner dans les deux langues. Donc, en fait, les Américains sont dépendants envers le Madawaska canadien, si vous voulez, pour leur enseignant. Okay. Ceci va cesser en 1870 quand le Nouveau-Brunswick va réorganiser son système, okay, et l'académie va d'abord perdre sa subvention. Okay. Mais jusque-là, vous avez un groupe unique de jeunes filles en fait, formées dans cette école irlandaise, okay, qui va enseigner aux enfants de la vallée. À partir des années 1880, du côté américain, il va y avoir un phénomène extrêmement curieux. Okay. Ce sont des écoles publiques paroissiales, public parish schools. Okay. Les écoles paroissiales sont intégrées au système d'enseignement public. Ce sont elles qui reçoivent les fonds venant des taxes scolaires. Et il n'y a pas d'école complètement laïque, okay, non religieuse. Alors, l'abbesse Véro de Frenchville, par exemple, va inviter la congrégation de Notre-Dame du Saint-Rosaire de Rimouski à ouvrir un pensionnat et à enseigner les classes élémentaires à Frenchville en 1899. L'année suivante, il se fait élire à la commission scolaire du canton et cette école devient école publique. Même chose à Fort Kent avec le père de Cory qui invite les franciscaines en 1906 et à partir de 1907, les franciscaines reçoivent les fonds publics, ça devient l'école publique. Donc vous avez des écoles publiques où les enseignants sont des religieuses du Québec. Les filles de la sagesse, qui sont expulsées de France par les lois contre les congrégations, prennent en charge les écoles de Sainte-Agathe en 1904, ouvrent une école secondaire et couvent, et un hôpital, qui vont tous les deux être aussi subventionnés par les fonds publics. Et ces écoles vont perdurer jusque dans les années 1960. En 1895, il y avait un projet de loi dans l'État du Maine qui visait à interdire l'usage de français dans les écoles publiques. Et il va être défait grâce à l'intervention de William Gayet, qui est le représentant de Fort Kent, qui est un démocrate, mais aussi du gouverneur Llewellyn Power, qui est un républicain. Donc c'était tout à fait bipartisan. Okay. La politique aurait pu les séparer aussi, aurait dû les séparer, sauf que ça ne va pas être le cas. Alors, au Nouveau-Brunswick, avant 1856, il n'est même pas nécessaire d'être sujet britannique pour participer aux élections. Tout ce qu'il faut, c'est avoir des terres. Alors, si vous avez la quantité de terres suffisante, vous pouvez voter, peu importe votre citoyenneté. Du côté du Maine, il faut être américain. Mais alors là, le problème, c'est qui est américain dans la vallée? Alors, les personnes qui vivaient sur la portion du territoire attribuée aux États-Unis en 1842 deviennent automatiquement citoyens américains. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont des terres des deux côtés, et puis les gens passent d'un côté à l'autre. Donc, vous êtes né ici, vous mariez, vous allez acheter une terre de l'autre bord, puis les fonds grandissant, vous vendez votre terre, vous retraversez, et vous retraversez. Au recensement de 1850, j'ai trouvé une famille à Van Buren qui est identifiée comme américaine parce que née dans la vallée.
Et l'année suivante, au recensement provincial qui se fait en 1851, ils sont déclarés comme natifs du Nouveau-Brunswick. Ok, on y arrive. François Thibaudot, c'est aussi une belle histoire. En 1849, il est nommé juge de paix, parce que le gouvernement local du Nouveau-Brunswick, c'est les juges de paix qui sont nommés par le gouverneur. Donc il est nommé juge de paix pour Saint-Basile, enfin, du côté canadien. Bon, il y a des problèmes politiques, je crois, avec le curé, il traverse, et 2 ans plus tard, il est élu, représentant la législature du Maine. Ok? Bon. Donc, citoyenneté et résidence ne vont pas coïncider pendant très longtemps, et les gens, en fait, vont se mettre en tête qu'ils peuvent participer aux élections là où ils habitent. Et du côté américain, en fait, les agents électoraux locaux vont décider que, bon, si vous êtes né dans la région et que ça fait 3 mois que vous habitez dans le canton, vous pouvez voter. Mais évidemment, ça va mener à des contestations, des gens qui ont perdu les élections, lui, il n'aura pas dû voter, il n'aura pas dû voter. Donc, vous aurez 2 enquêtes en 1858 et 1878, justement sur la fraude électorale. Et celle de 1878 est assez intéressante parce que le rapport des agents qui font l'enquête, ils vont jeter l'éponge et ils vont dire que, vous savez, il y a des gens ici, on ne peut pas déterminer leur citoyenneté. Il n'y a pas moyen de savoir qu'est-ce qu'ils sont. On est quand même en 78. Donc ça fait quand même un bout de temps que le traité. Okay, donc vous savez, la géographie physique et la géographie humaine, en fait, qui vraiment brouillent beaucoup les cartes. Okay? Et essayez de faire une construction étatique là-dedans, vous aurez bien du bonheur. Okay? Donc, transformer cette marche en zone frontalière, en borderland, ça a relevé un peu de l'utopie. L'économie, en fait, va décourager les États-Unis de pousser trop loin. Okay? Parce que vous avez une économie transfrontalière, en fait. Et cette économie transfrontalière est basée justement sur l'industrie forestière. Et pendant tout le 19e siècle, c'est un des 2 piliers de l'économie régionale avec l'agriculture. La coupe commence sur le Haut-Saint-Jean vers 1818. Des Américains du Québec qui se sont associés avec la marchande très loyaliste de Fredericton, Samuel Mavers. Ça commence déjà. Ni américain, ni britannique exclusivement, les 2. Okay? Et la coupe, donc ça commence sur le Saint-Jean vers 1818. La coupe, le premier permis de coupe décerné par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, c'est 1823. Et on va aussi commencer la coupe dans l'arrière à peu près ici. Okay. Et également sur un des affluents du lac Témiscouata, la Touladi. Donc, dans les années 1820, en fait, la coupe commence à démarrer pour le moment. Et ça, évidemment, ça va enclencher la querelle des frontières, surtout que le Maine est devenu un État en 1820, et le Maine, en fait, veut se réserver ses ressources forestières. Okay. Mais, il va encore une fois avoir la géographie sur les rois. Parce que quand vous coupez ces arbres, il n'y a qu'un seul moyen de les faire sortir, c'est par le Saint-Jean. Okay. Donc, moi, si vous coupez sur un territoire qui est officiellement américain, comme sur la vallée de la Russie, il faut que ça passe par le Saint-Jean. Okay. Si vous coupez des arbres sur l'arrière de Bellechasse et compagnie, il va falloir les faire venir aussi sur le Saint-Jean. Si vous les coupez sur la Touladi, il va aussi falloir les faire passer sur le Saint-Jean. Et le haut du Saint-Jean, ça fait partie du territoire contesté. Donc, il y a un problème ici. Certains Américains vont essayer de résoudre le problème. Vous avez une compagnie de Portland, une compagnie de Portland va en fait acheter le tiers de l'ancienne seigneurie de Témiscouata, de Madawaska, autour de la Témiscouata, en disant voilà, on l'a acheté, c'est à nous, c'est légal, on peut faire passer le bois. Okay. Mais ça veut dire que le bois de contrebande et le bois légal en fait se mêlent sur la rivière, et il n'y a rien qui ressemble plus à un îlot de bois légal qu'un îlot de bois illégal.
Et par conséquent, quand le Maine va envoyer la milice pour rétablir l'ordre, il va découvrir qu'en fait, tous ces bois sont en train de fourmiller d'équipes de bûcherons, aussi bien sur le Haut-Saint-Jean que sur la Rustique. Et non seulement des équipes de bûcherons, mais des équipes transnationales, qui d'ailleurs sont complices pour évader, pour essayer d'échapper à tous les contrôles officiels. Lorsque ils sont pris par les agents de l'État, on les emmène à Bangor devant les tribunaux de leur père, qui sont aussi des exploitants forestiers, donc devinez comment ça se finit, pas comptable. Et c'est la même chose à Fredericton. Okay? Donc on ne peut pas se fier aux tribunaux non plus. Okay? Donc c'est assez compliqué. Pendant les négociations sur le traité, il est clair que les différentes parties impliquées ont des buts différents. La Grande-Bretagne veut une voie de communication exclusivement britannique entre Halifax et Québec. Donc c'est Saint-Jean. Les exploitants forestiers veulent pouvoir couper les arbres là où ça leur chante, comme ça leur chante, et les faire sortir par la seule voie possible. Okay? Le Maine veut son territoire. Tout le territoire. C'est le même qui va perdre. Les exploitants forestiers et les Britanniques vont gagner, en partie parce que les Américains ont d'autres chats à fouetter que de se battre avec la Grande-Bretagne sur le moment. Ils sont sur le point d'attaquer en fait le Mexique. Okay. Donc ils ne veulent surtout pas se mettre la Grande-Bretagne à dos parce que du coup la Grande-Bretagne fait des parties pour les Mexicains dans cette guerre et ça serait une bonne chose. Ils sont aussi en train de négocier la fin d'un accord de gestion commune de ce qui est maintenant la Colombie-Britannique et l'État de Washington et l'État de Washington. Donc il y a beaucoup de choses sur le tapis et les Américains ont décidé que finalement, c'est quelques billes de bois là-haut, le même s'énervera puis on s'en fout. Donc, une des choses qui va être inclue justement dans le traité, c'est d'empêcher aussi bien le Maine que le Nouveau-Brunswick de faire obstacle à l'exploitation des forêts en bloquant ou en contrôlant le passage des produits du bois sur la rivière. Donc vous avez un article du traité qui est l'article 3 qui dit que les produits naturels auront libre passage sur la rivière. Donc le Nouveau-Brunswick ne peut pas empêcher le bois du Maine de descendre. Et le Maine ne peut pas non plus empêcher le bois qui serait venu de cette région aussi, de descendre non plus. Donc, libre usage du Saint-Jean pour le trafic des produits naturels. Ce que le Nouveau-Brunswick est en train de faire à ce moment-là, par contre, c'est de réorganiser la manière dont il tire parti justement de ces ressources forestières. Donc, un nouveau système de permis de coupe et aussi, comme presque tout bois sort, ils vont imposer des droits à l'exportation. Donc tout le bois qui sort par Saint-Jean, ou par les autres ports d'ailleurs, va devoir payer un droit de sortie. Les Américains, évidemment, vont être absolument furieux. C'est la manière de contourner, de détourner l'esprit du traité. Ils vont bombarder Washington de pétitions lui demandant d'intervenir, en vain. Ce qui est particulièrement exaspérant pour les Américains, c'est que le bois qui est coupé sur le territoire américain, qui est flotté dans le Saint-Jean, qui est scié à l'embouchure du fleuve, parce que vous sciez le bois à l'embouchure pour que ça n'abîme pas les planches, et qui rentre aux États-Unis, doit payer un droit de douane de 20%. Donc c'est un produit naturel américain, mais qui est taxé comme un produit canadien, parce qu'il a été transformé au Canada. Ils vont essayer d'obtenir une exonération de cela, mais les exploitants forestiers du sud du Maine, surtout ceux de la vallée de la Penobscot, vont s'y opposer pour une raison évidente, ils sont rivaux pour les mêmes marchés. Donc la Penobscot ne veut pas qu'on arrange cette affaire, tout ce qui peut faire obstacle aux gens de la Rustique et du Saint-Jean, tant mieux. Traité de réciprocité met fin au problème, puisque vous avez la libre circulation des produits naturels. Mais il est annulé, abrogé en 1866, et ça va soulever la possibilité de droit double pour la réentrée. Donc, les producteurs de la rustique, menés par
notre fameux château de Kerry, qu'on voit partout, okay, vont créer une association qui va organiser de nombreux meetings, qui va pétitionner le congrès pour une extension. Et sur la vallée de la Sainte-Croix, ils ont exactement le même problème. Okay. C'est-à-dire que vous avez du bois qui vient des deux côtés, du Nouveau-Brunswick et de du Maine, qui est signé sur le côté canadien de la rivière Sainte-Croix et même danger. Le sénateur de Calais, Frederick Pikes, lui, va obtenir en fait, du Congrès américain une loi qui va porter son nom, la loi Pike, okay, et qui autorise la réentrée du bois coupé aux États-Unis et scié au Nouveau-Brunswick par des Américains sans payer le droit de douane. Donc, pensez du bois qui serait coupé sur la partie américaine du Madawaska, okay, il descend, s'il est scié à Saint-Jean par une scierie qui appartient à un Américain, il n'y aura pas de droit de douane. Si la scierie appartient à un Canadien, il y aura des droits de douane. Donc vous allez avoir toutes les exploitants américains qui vont ouvrir d'énormes scieries sur la Sainte-Croix et à Saint-Jean, et aussi des Canadiens qui vont s'associer à des Américains. C'est-à-dire que c'est un partenaire américain, vous pouvez prétendre que c'est une entreprise américaine. Okay. Donc en fait, ce que le Pike Act va faire ici, c'est qu'il va favoriser les intérêts du haut du fleuve au détriment des intérêts des exploitants forestiers de la péninsule. Et l'une des raisons, c'est qu'il y a une énorme demande de bois d'œuvre aux États-Unis à l'époque, et les Américains ne veulent tout simplement pas limiter l'entrée de ce bois d'œuvre qui vient du Canada. Donc le péninsulaire et l'industrie transfrontalière ici va gagner. Okay. Donc ça va renforcer, ça va continuer à permettre en fait tous ces échanges. Okay. Les provinciaux et les Américains vont continuer à coopérer. Vous allez avoir des équipes binationales. Vous allez avoir des Américains qui vont prendre un partenaire canadien pour pouvoir avoir des permis de coupe au Canada. Du côté américain, dans le Maine, comme les terres en fait, appartiennent à quelques gros propriétaires, ces propriétaires en fait donnent à qui est disposé à payer un droit de coupe, notamment le Big John Glacier, qui est le plus gros exploitant forestier de la région, qui est du Nouveau-Brunswick, va faire la coupe sur les terres de David Pingree, qui possède une énorme terre à bois dans le nord du Maine. Okay. Donc, ça se mélange joliment. Au niveau sur le terrain, c'est exactement la même situation. Okay. Vous allez par exemple avoir Cunliffe et Mallet, qui sont de bons exemples. Cunliffe est un natif du Nouveau-Brunswick. Il va venir s'installer sur le Haut-Saint-Jean assez tôt, en 1846. Il va travailler pour Château Kerry. Il va se mettre à son compte et il va racheter les propriétés de Kerry d'ailleurs. Et ensuite, en 1866, il va se mettre à produire des bardeaux de concert avec justement Mallet, qui était un Américain, qui était d'abord venu à Fort Kent, qui s'est baladé un petit peu partout, puis qui était revenu. Okay. Et ils vont tous les deux non seulement faire des bardeaux avec du bois des deux côtés, mais ils vont aussi ouvrir un magasin général à Claire. Vous voyez, mais c'est toujours le nom. Et l'historien local Williams disait la firme de B.W. Mallet et compagnie faisait des grosses affaires dans le commerce et l'expédition des bardeaux, qui à l'époque était une immense industrie sur le Saint-Jean. Les bardeaux étaient fabriqués des deux côtés de la rivière et les droits de douane sur les bardeaux provinciaux étaient la principale ressource de revenus du poste de Fort Kent à l'époque. Donc, quand vous avez 10 000 bardeaux qui passent, c'est difficile de les faire passer de manière inaperçue. Okay. Et ils vont être victimes en fait de la faillite spectaculaire d'une des principales firmes américaines de Saint-Jean en 1857, qui jouait et jouait. Qu'est-ce qui va changer? Les chemins de fer. Les premiers chemins de fer, ça sont les chemins de fer projetés ou construits avant 1878. Les seuls construits, ce sont les lignes solides. Les lignes en pointillés, c'est ce qu'on prévoit. Et quand vous voyez que bon, la ligne est dans le sud du Maine, donc vous avez cette ligne ici. Il y en a une qui va jusqu'à là, et puis il y en a une autre ici. Celle qui va rejoindre Woodstock, elle va rejoindre en 1870, et l'année suivante, les habitants de Fulton vont construire en fait une petite ligne de raccordement.
sont raccordés à ce chemin de fer. Donc, quand vous arrivez en 1870, en 1890, même histoire, les lignes solides, ce sont les lignes qui ont été construites. On prévoit cette ligne de chemin de fer, mais elle ne va pas se faire parce que la compagnie va faire faillite. Donc, la ligne de chemin de fer du côté canadien, en fait, on relie Saint-Jean à Rivière-du-Loup, et vous avez un raccordement à Moulton, vous avez un raccordement à Pascal, un lac à Winston, très rapidement, vous aurez le chemin de fer du Témiscouata ici, et évidemment, comme vous l'avez dit, c'est vraiment de l'autre côté de la rivière. Et tout de suite, les gens qui habitent le long, ici, vont en tirer parti. Donc, à Moulton ou à Pascal et Fort Fairfield, ils vont construire une ligne de chemin de fer pour le raccordement. Là, tout ce qu'il y a à faire, c'est d'emprunter les fameux traversées. Et très vite, gros trafic, voilà, 1979, le chemin de fer a rejoint Winston depuis moins de 10 ans, et les produits du Madawaska américain qui vont être expédiés via le Nouveau-Brunswick. Donc en fait, le chemin de fer devient le substitut de la rivière, et c'est une vraie communication qu'on peut utiliser en toute saison, beaucoup plus facilement en fait que la rivière. Pour commencer, il n'y a pas de rançon à se réparer. Donc pommes de terre, amidon, effet de pommes de terre, et toutes sortes de produits du bois, notamment les fameux bambous. Les Américains, eux, vont s'y mettre un peu plus tard, parce que quand vous avez une ligne de chemin de fer qui va rejoindre Moulton en 1890, et elle était supposée en fait continuer. Mais c'est le Bank of University qui ne va pas faire grand-chose. Ils ne vont pas faire grand-chose. Ils vont l'amener à Presque Isle, et puis et en 1899, vous allez avoir des gens de Van Buren qui vont tenir une charte de l'État du Maine en disant bon, si on ne construit pas une ligne d'ici la fin de l'année, nous on la construit. Alors là, le Bank of University va construire, il va rejoindre Van Buren, et puis ensuite il va prendre une ligne qui va aller sur Fort Kent, et finalement, je crois en 1903 ou 4, il y aura une ligne qui va rejoindre le ligne. Et immédiatement, qu'est-ce qui se passe lorsque le chemin de fer arrive? C'est que vous allez avoir d'autres industries qui vont s'y installer le long des lignes de chemin de fer. Et d'abord, ce que vous allez avoir, ça va être des usines de fabrique de produits du bois. Okay. Les premiers qui vont s'installer, c'est Stetson Country Company, qui sont de Saint-Jean, en 1880. Et ils vont venir s'installer du côté donc, de Van Buren. Ils faisaient la coupe sur la Saint-François, la Lagache, le Big Black et le Préau Saint-Jean. Et celui qui supervisait, c'était Thomas Fair qui était de Presque Isle. Donc là, on est encore une fois entre les organisations transfrontalières. Okay. Et ils produisent essentiellement des bardeaux avec du bois du Nouveau-Brunswick. Par contre, lorsque le Belgorena aussi ouvre, là, vous allez avoir en fait, des exploitants du Penobscot qui vont venir s'installer sur le Saint-Jean, et notamment la St. John Company de Van Buren, c'est Milliken de la Kennebec, qui va ouvrir cette énorme usine. Et on peut même voir ici, ils avaient leur ligne de raccordement, là il y a une petite locomotive. Et c'est juste avant la Première Guerre mondiale, en fait, ils avaient 175 travailleurs à l'usine, mais 1500 hommes qui travaillaient pendant l'hiver pour faire la coupe. Et la coupe se faisait aussi bien du côté américain que du côté canadien. Ce qui se passe également à ce moment-là, c'est que le Québec va décider qu'on ne peut plus exporter le bois non travaillé qui a été coupé sur les terres de la couronne, parce que le bois s'en va aux États-Unis. Les produits bruts canadiens rentrent sans droit de douane, les produits manufacturés doivent payer des droits de douane. Et c'est pour ça que toutes ces scieries des Américains sont du côté américain. Le Québec va dire, bon, on préférait quand même scier notre monument. Donc, si c'est coupé sur le terre de la couronne, on ne peut pas l'exporter. On ne peut l'exporter qu'une fois scié. Côté Nouveau-Brunswick, il va y avoir des pressions sur le gouvernement pour faire la même chose.
Ça va prendre un bout de temps, mais de toute façon, pour le comté de Madawaska, ça n'a pas d'importance parce que les terres à bois ont été données, vendues pour $1 ou quelque chose dans ce goût-là, ont été données en fait à la compagnie de chemin de fer pour la subventionner. Et la compagnie, maintenant c'est du terrain privé, donc la compagnie de chemin de fer peut faire ce qu'elle veut avec le bois. Donc vous allez avoir une situation où les entreprises vont être du côté américain de la frontière, mais les sources de produits, de matériel brut, sont du côté canadien. Et ça, c'est simplement à cause des règlements douaniers. Les gens de la Péninsule viennent de gagner la bataille avec le chemin de fer. Et en 1911, le Pike Act devrait être renouvelé, ne le sera pas. Donc, ça va être la fin, en fait, des avantages qui avaient été donnés aux gens de Saint-Jean. Donc, vous avez une économie transfrontalière qui va vraiment fonctionner pendant tout le XIXe siècle, avec, pendant un bon presque un demi-siècle, la complicité, en fait, du gouvernement fédéral américain avec ce fameux Pike Act qui leur permet. Et c'est seulement lorsque vous avez des modes de communication modernes, notamment une ligne de chemin de fer, qui relie le nord du Maine au reste des États-Unis par une voie entièrement américaine, que là, on va voir commencer la frontière qui va commencer à prendre un peu plus de consistance. Mais les intérêts privés vont continuer, en fait, à être transfrontaliers. Les premières compagnies de téléphone, par exemple, ont des abonnés des deux côtés de la rivière. La première compagnie d'électricité, elle est établie en utilisant l'eau de la chute à l'embouchure de la rivière Aroostook. Elle va commencer d'abord à alimenter vers le sud, et puis ensuite elle va remonter. Van Buren, Grand Falls, ça va aller jusqu'à Fort Camp. Donc, pour les intérêts privés, les ressources sont transfrontalières, leur exploitation est transfrontalière, la clientèle est transfrontalière, la frontière, on s'en occupe pas. Donc, pour conclure, pendant tout le XIXe siècle, le Madawaska américain et même le centre d'Aroostook restent des marches, des borderlands. Le gouvernement fédéral et l'État auraient pu prendre la frontière effective, mais vous avez une combinaison d'inaction, d'impuissance face à la géographie, mais aussi de mesures positives comme le Pike Act qui facilite cet état de fait. Le Haut-Saint-Jean reste un espace où les relations informelles continuent à avoir de l'importance, où la population locale jouissait d'un certain degré d'autonomie, l'immigration était libre, les douaniers trop peu nombreux, et de toute façon personne ne faisait attention à eux. Les biens de consommation continuent à traverser la frontière avec impunité. Les mauvaises routes obligeaient les gens à bricoler des routes postales qui quadrillaient la rivière. La population du côté américain créait des écoles hybrides publiques paroissiales auxquelles l'État aurait pu mettre fin, comme il va y mettre fin dans les années 1960. Aucun effort ne fut fait pour clarifier qui était ou non citoyen. Quand ils essaient, ils y renoncent. Et dans une certaine mesure, le droit de vote fut laissé à la discrétion des agents électoraux locaux. Le gouvernement fédéral aurait pu donner plus de corps à cette frontière. Au contraire, il passe le Pike Act qui privilégie les intérêts des utilisateurs du bois canadien aux dépens des producteurs du sud du Maine, mais qui préserve aussi l'économie transnationale de Saint-Jean. Les chemins de fer initialement renforcent cet espace transnational jusqu'à ce que des intérêts locaux américains ne prennent l'affaire en main. Le nord du Maine demeura une marche avec la complicité de l'État fédéral parce que la priorité n'était pas d'américaniser la population ou de donner corps aux limites de l'espace national, mais de promouvoir l'économie et de satisfaire les consommateurs américains. Mais la tolérance envers la continuation d'une marche était finalement soumise aux politiques de Washington. C'était de bonne politique pour eux de prétendre que cette frontière, finalement, pouvait plus ou moins l'ignorer. Merci. En passant, la conférence de ce matin est enregistrée et ça sera diffusé sur CMA TV. Donc, si jamais vous connaissez des personnes qui seraient tout aussi intéressées que nous d'écouter la conférence, je vous encourage à leur faire le message.
C'est ça. Et bien entendu, on veut récupérer le texte parce qu'on aimerait bien le publier, bien entendu. Bon, on a... on a le temps quand même. Oui, c'est ça. Moi, on a pris mes empreintes digitales la semaine dernière quand je suis allée présenter la représentation à Fort Kent. Donc, ça a beaucoup changé depuis le 19e siècle, bien entendu. Bon, on a le temps pour une ou deux questions. Je ne sais pas si les personnes qui... Ah, attends, je vais passer le micro, Maurice. Bonjour, Mme Craig. Quand vous parlez d'écoles publiques, lorsqu'il y a du financement, est-ce que c'est des écoles publiques dans le sens véritablement américain? Parce qu'au Nouveau-Brunswick, on a aussi des... Non, c'est des écoles publiques dans le sens véritablement américain. Okay. Parce que du côté du Nouveau-Brunswick, comme vous savez, il y a du financement dans les écoles. Il y a quand même des religieuses, des religieux qui enseignent des cohabitations. Non, là, c'était vraiment une école... L'école paroissiale devenait l'école publique, celle qui recevait les fonds des taxes scolaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aimerais vous remercier pour votre excellente communication. Ma question est relativement simple. Vous avez laissé entendre que le Pike Act n'est pas renouvelé en 1911, ce qui coïncide un peu avec la construction du chemin de fer qui se développe dans l'État du Maine. Mais on sait que de 1903 à 1905, il y a eu ce qui a été connu comme la guerre des industries forestières. Vous avez évoqué l'article 3 du traité qui finalement permet que le bois soit flotté dans les rivières, mais il y a aussi les gens qui veulent vaquer à leurs occupations. Alors, il faut dire que traverser la rivière quand c'est rempli de bois, c'est pas tellement facile. Et les entrepreneurs forestiers du sud du Nouveau-Brunswick, notamment à Saint-Jean, voyaient d'un mauvais œil le développement des industries forestières au nord, qui voulaient construire des écluses et donc entraver, dans le sens, le flottage du bois, mais en même temps, le même article donne aussi droit au développement économique dans la région. Et j'aimerais vous entendre sur le rôle que les industriels du Sud ont pu avoir sur le développement économique du Madawaska, du Sud du Nouveau-Brunswick. Sur Saint-Jean? Oui, Sud Saint-Jean. Et non seulement les impacts du développement de l'État du Maine. Oui, mais ceux de Saint-Jean, en fait, ont construit leur scierie à Saint-Jean. Donc, c'est pas du tout dans leur intérêt que le bois soit transformé dans de l'or. Oui, non, mais exactement. Donc, le fait qu'ils n'ont pas transféré, le fait qu'eux avaient des intérêts au sud, donc voulaient que le bois puisse flotter librement au sud, et que ceux du nord, qui voulaient se développer au nord, donc la Vendor Company, eux ont voulu construire des écluses, ont voulu finalement construire des estacades pour bloquer le bois. Donc ça a entravé inévitablement la transformation du bois au sud. Ça retardait la question qui est intéressante, c'est pourquoi est-ce que les entrepreneurs de Saint-Jean américains, parce que la plupart, il y a beaucoup d'Américains qui sont là, pourquoi est-ce qu'eux ne sont pas venus s'installer dans le nord? Et il y a Stetson et compagnie qui sont venus le faire, mais c'est les seuls. Il y a aussi Murchie qui est de la Sainte-Croix qui va venir s'installer, qui va vendre à Saint-Jean. D'ailleurs, la dernière, ça c'était le moulin Murchie en 1986. Mais ce sont les deux seuls. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus? Ça, ce serait une question qui serait intéressante à explorer. Okay. Est-ce qu'ils étaient incapables de penser leur entreprise ailleurs que dans le port de Saint-Jean? Parce qu'ils auraient pu l'expliquer. Ils pouvaient sortir leur bois scié par le chemin de fer canadien. Il y en a rien qui les en empêchait. Mais c'était peut-être une question simplement qu'ils étaient vraiment pris dans leur vision de ce que devait être l'industrie forestière, qu'ils n'arrivaient pas à sortir de leur tête. Les économistes ont une expression pour ça, path dependency. On tombe dans l'ornière. Il ne faut pas trop négliger. On pense toujours que les entrepreneurs sont particulièrement rationnels et objectifs, mais ce n'est pas le cas. Ils n'arrêtent pas de faire des conneries qui vont contre leurs intérêts. On va prendre une toute dernière question avant la pause sur le café. C'est pas vraiment une question, c'est juste un commentaire. À Allagash, dans le Maine, il y a beaucoup de familles
de Saint-Jean qui sont venus s'installer, des familles anglophones qui sont venus s'installer pour justement promouvoir cette industrie. Oui, ils sont venus très très tôt. Oui, justement, 1840, 1850, il y a de nombreuses familles anglo-saxonnes qui sont venues s'installer dans cette région et qui ont contribué à continuer cette industrie. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais remercier Béatrice de nous avoir présenté cette conférence ce matin qui était vraiment stimulante et intéressante et qui pourrait bien notre journée porte l'histoire, mémoire et patrimoine. En guise de remerciement.